Bonjour à tous et à tous. Donc je me présente, je suis Bernard Bertrand, coordinateur général vauclusien de Arcas Sud, qui est l'association régionale de coordination d'addictologie de la région Sud. D'abord, un petit point d'organisation avant de commencer. Pour les personnes en visio, si vous pouviez couper vos micros, ceux qui n'interviennent pas, pour éviter les bruits de fond, ça serait super. Que normalement, vous êtes plus de 130, alors ça fait beaucoup de monde. Voilà, et par contre, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions, et Victor, qui est à côté de moi, va les regrouper et les restituer après. Alors, le XAPA Ressources et le Carré de Patio du groupe SOS Solidarité, Aide et Arcas Sud, associations vauclusiennes qui interviennent auprès des personnes qui consomment des drogues et auprès des personnes confrontées à une conduite addictive, sont heureuses de vous accueillir pour certains ici à Avignon, juste derrière le Palais des Papes, et pour les autres en visio. Je voudrais dire un grand merci à Naïf Productions de nous avoir mis à disposition ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Support don't punish, soutenez, ne punissez pas. C'est ce que nous répétons depuis des années, nous professionnels de la prévention, de la réduction des risques et du soin, et parfois également consommateurs de drogue. Nous, pères aidants, nous, militants, nous, consommateurs de drogue, nous, personnes avec une addiction et nous, entourage. Support don't punish, soutenez, ne punissez pas. C'est ce que nous répétons depuis des années lors de cette campagne mondiale de plaidoyer en faveur de politiques en matière de drogue fondée sur la santé et les droits humains. Cette campagne prend encore plus de sens aujourd'hui, alors que la guerre à la drogue fait rage en France, sans épargner notre département de Vaucluse, et qu'un discours pointant et stigmatisant les consommateurs de drogue réapparaît. Je reprends mon souffle. Je reprends. Qu'un discours aujourd'hui assumé sans complexe de certains élus pointe et stigmatise les consommateurs de drogue. Je citerai, pour que vous compreniez de quoi je parle, certains élus de notre région, notamment Serge Andrieux, le maire de Carpentras, ville située à quelques kilomètres d'Avignon, en février dernier, je cite, « Chères clientes et chers clients des dealers, sachez que les CRS seront ravis de vous accueillir pour vous aider par la force à stopper cette consommation. » Éric Ciotti, député et conseiller départemental des Alpes-Maritimes. Je reprends. C'est dur. J'ai une bronchite, je suis désolé, j'ai une bronchite. Éric Ciotti, député et conseiller départemental des Alpes-Maritimes, qui veut entre autres placarder les noms des consommateurs en possession de drogue sur les sites du ministère de l'Intérieur. Christelle Dintorni, députée des Alpes-Maritimes également, qui a déposé une proposition de loi visant uniquement les consommateurs de drogue. Elle propose que les sanctions pénales passent de 1 an de prison à 3 750 € d'amende à 2 ans de prison à 15 000 € d'amende, ainsi que d'autres mesures répressives. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui n'a plus de filtre. Quand on fume son cannabis ou qu'on prend son rail de coke, on est un peu responsable des règlements de compte. Je pourrais également reprendre les propos tenus hier par le président Emmanuel Macron, mais je n'en dirai pas plus. Et pour terminer, je ne pouvais pas ne pas parler des salles de consommation à moindre risque, et notamment du projet lillois qui a été stoppé à quelques jours de son ouverture par le ministre de l'Intérieur sous le prétexte du maintien de l'ordre public, réduisant ainsi les consommateurs de drogue au statut de délinquants. Il faut croire que maintenir une politique des drogues répressive, inefficace et stigmatisante veille de plus de 50 ans qui s'attaque aux consommateurs et de fait restreint l'accès à la santé et aux droits humains est plus moralement et électoralement acceptable que de mettre en place une politique pragmatique qui respecte tous les consommateurs. À quoi je fais référence? La loi du 31 décembre 1970 qui fixe les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, mais aussi celles de la répression. Cette loi est la transcription dans le droit français de 3 conventions internationales. Ouais, je... Alors, donc la loi, vous la connaissez tous, cette loi du 31 décembre 1970. Eh ben, elle est encore active au jour d'aujourd'hui. Elle fixe les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, mais aussi celles de répression contre le trafic et l'usage illicite de drogue. Cette loi est la transcription dans le droit français de 3 conventions internationales. Nous y reviendrons dans nos échanges. Je disais donc
Il disait donc, nous avons une loi dite du 31 décembre 70, car en fait, cette loi a été abolie par ordonnance en juin 2000, créant le nouveau Code de santé publique. Pourtant, elle a survécu symboliquement à cette abrogation. Paradoxe, depuis que la politique des drogues est inscrite dans le Code de santé publique, l'approche répressive des drogues a pris le dessus face aux soins. Depuis le vote de cette loi, le législateur a renforcé la répression sans succès en modifiant le droit tous les 6-7 mois environ. En fait, c'est la loi qui a le plus de, comment on appelle ça, de décrets, complètement, de décrets d'application. Il y en a un nombre assez... Et c'était au départ une loi d'exception, c'est-à-dire une loi qui était censée s'arrêter à un moment donné, et elle dure depuis ce temps-là. Je suis d'accord. Vous voyez où je veux en venir, la spirale infernale législative de la répression. Plus de répression, cela ne fonctionne pas. Alors encore plus de répression, cela ne fonctionne pas. Alors encore plus de répression, etc., etc. Vous avez vu la dernière affiche, je la trouve assez sympathique. On voit quelqu'un qui essaie d'enfoncer un clou avec une banane et qui dit que une banane pour planter un clou aussi efficace qu'une peine de prison pour soigner une addiction. Aujourd'hui, la répression de l'usage de drogue, quelle que soit sa forme, est la troisième cause de condamnation, toute infraction confondue. Malgré tout l'arsenal déployé par le législateur, il n'y a aucun effet dissuasif sur les consommations, et plus particulièrement sur les consommations de cannabis. Alors oui, un autre modèle est possible, un modèle qui décriminalise l'usage de drogue et qui se fonde sur la santé, comme au Portugal, en Espagne ou au Mexique. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Un modèle qui légalise certaines drogues, et notamment le cannabis, comme en Uruguay, au Canada, dans au moins 16 États des États-Unis, et des projets sont en cours au Luxembourg et en Allemagne. Un modèle qui légalise l'alcool, on me rappelle que c'est déjà le cas. On aurait même vu le président de la République, Emmanuel Macron, s'envoyer cul sec une bière de marque Corona. C'est vrai, tout le monde en parle dans les... Voilà. Plus sérieusement, quel que soit le modèle de dépénalisation ou de légalisation, celui-ci doit faire partie d'une stratégie plus large, fondée sur une politique de santé globale et qui investit dans la réduction des risques et le soin. Bernard est donc heureux d'accueillir aujourd'hui pour ce débat. Alors, Alexis Gouzdel, directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Marie Nouguier, responsable recherche et communication au Consortium international sur les politiques des drogues. Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police du collectif Police contre la prohibition. Fabrice Olivet, directeur d'ASUD, Association d'usagères et ex-usagers de drogue et de patients. Farid. Farid, excusez-moi, Farid Guiriouesh, ASUD, Cannabis sans frontières. Top, il est top. Il est top, merci. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et je poserai ma première question à Alexis Gouzdel. Alors, Alexis nous entend? Oui, il est là, tout en bas. Bonjour Oui, Alexis. Le 16 juin dernier, l'OEDT a sorti son rapport annuel et vous avez résumé celui-ci par 3 mots. Partout, tout le monde. Pouvez-vous nous en dire plus? Pour remettre votre micro. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. J'essaie de respecter les règles et du coup, je m'étais déjà déconnecté. Donc, d'abord, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Pour répondre de manière courte et rapide, aujourd'hui, la situation est, comme vous l'avez dit, partout, à savoir, il n'y a jamais eu autant de produits et de substances qui arrivent sur le territoire européen, mais qui sont aussi produits sur le territoire européen. À titre d'exemple, en 2021, il y a 303 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, 816 tonnes de hashish, 9 tonnes et demie d'héroïne, qui représentait le double des quantités saisies l'année précédente, 400 nouvelles substances psychoactives sur les 930 identifiées qui ont réapparu ci et là sur le marché européen, et évidemment une augmentation aussi de la production d'amphétamine et de méthamphétamine, sans oublier
des problèmes au niveau local avec la production, avec la consommation de crack, pardon, et dans certaines villes et dans certaines régions comme à Barcelone et en Catalogne, une évolution apparente de la consommation de méthamphétamine qui bougerait, qui évoluerait du public qui consommait la méthamphétamine avant pour la pratique du chemsex vers un groupe de consommateurs plus large que ceux-ci. Le second point qui est tout, c'est le fait qu'aujourd'hui, la distinction entre drogue douce, drogue dure, licite, illicite, d'origine végétale ou chimique, ou même des substances dont personne ne pouvait imaginer qu'elles feraient l'objet d'une conduite addictive, ces distinctions ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour refléter la réalité. Et enfin, aujourd'hui, tout le monde peut être confronté, soit personnellement, soit indirectement, dans son entourage ou parmi ses connaissances, à un épisode, on va dire, aigu ou plus chronique de conduite addictive. Mais aussi, ce qui est aussi nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, partout en Europe, les gens peuvent se trouver confrontés aux conséquences de la violence associée à la production, au trafic de drogue. Et ça, c'est extrêmement nouveau et inquiétant dans la mesure où, à part au niveau local, comme par exemple Marseille, où le problème n'est pas nouveau, mais c'était un problème, en tout cas au niveau européen, qui n'existait pas il y a 7 ou 8 ans. Il y a 7 ou 8 ans, quand on parlait de violence associée aux drogues, on parlait de l'Amérique centrale. Donc, voilà l'aperçu de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler donc l'Europe a décidé de transformer l'OEDT en Agence européenne des drogues. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouvelles missions de cette agence? Qu'est-ce qui va changer en fait par rapport à l'Observatoire? Oui, très bien, merci. Là aussi, je vais faire très très court. Du coup, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais c'est mieux de ne pas développer trop. Je peux répondre à des questions. Donc, l'Observatoire, j'ai eu l'honneur de participer à l'étude de faisabilité de l'Observatoire il y a 30 ans, 32 ans. Et donc, à l'époque, l'Observatoire, il a été créé avec une mission principale qui est le monitorage. La question étant combien de personnes font usage de drogue, combien de personnes ont besoin de traitement, combien de personnes meurent d'overdose, combien de personnes sont atteintes de maladies infectieuses ou de maladies communicables. Et entre autres, il y avait évidemment les cas de VIH et de sida associés à l'usage de drogue, dont la prévalence était très variable dans l'Union européenne. Il y avait des pays dans lesquels, comme en Belgique, il y a 35 ans, la prévalence des cas de sida associés à l'usage de drogue, on était à 8%, plus ou moins. Mais des pays comme l'Espagne, l'Italie, arrivaient à 58%. Et donc, l'Observatoire a été créé pour répondre à cette question-là, avec une mission de monitorage qui a été étendue en 1997 pour comprendre les nouvelles substances synthétiques, comme on les appelait à l'époque. Le nouveau règlement qui va être adopté en principe demain et qui sera publié au journal officiel de l'Union vendredi prévoit d'un côté d'augmenter la mission de monitorage de l'Observatoire parce qu'un des défis aujourd'hui, c'est d'arriver à percevoir mieux les nouvelles substances, les nouvelles conduites à risque et les nouveaux risques, on va dire. Aussi détecter mieux les usages qui ne sont pas couverts par les instruments épidémiologiques existants. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est on détecte qu'il y a une augmentation de la consommation de cocaïne, en tout cas dans les pays ou les endroits où la disponibilité de la cocaïne est en croissance exponentielle. Donc, il y a une pression du marché sur les usages. Mais les instruments de mesure aujourd'hui sont insuffisants. Pourquoi? Mais notamment parce qu'il y a une période de latence entre le moment où une personne va commencer à faire usage, par exemple, de cocaïne et le moment où cette personne va
pour la première fois, faire une demande d'aide thérapeutique. Cette période de latence, il y a 35 ans à peu près, quand je commençais à travailler dans le secteur, on considérait qu'une personne qui consomme de l'héroïne par voie intraveineuse allait mettre plus ou moins 7 ans, 7-8 ans, avant de faire une première demande de traitement. Aujourd'hui, cette période de latence moyenne pour l'héroïne, elle est passée à 13 ans. Et donc, ça veut dire que pour les gens qui font un usage plus ou moins contrôlé de cocaïne, et en tout cas qui éviterait l'usage de la forme crack ou de l'usage en forme injectable, qui expose à davantage de conséquences néfastes pour la santé, on peut imaginer que avant que ces personnes aient des conséquences néfastes pour elles au niveau social ou au niveau de santé, on peut compter certainement, après on n'a pas de chiffres, mais ça ne m'étonnerait pas que 4 ou 5 ans soit une moyenne avant que ces personnes sentent le besoin de demander de l'aide, ce qui veut dire qu'on doit développer des nouveaux instruments pour comprendre qu'est-ce qui se passe et combien de personnes pourraient avoir besoin d'aide à l'avenir et surtout quel type d'aide. Donc ça, c'est une chose. La seconde compétence nouvelle ou renforcée pour la nouvelle agence, c'est ce qu'on appelle le preparedness, l'état de préparation. Et ici, on vise quelque chose qui m'est très cher, qui est que tout ce qu'on fait, vous le savez sans doute, déjà, je pense que c'est pour ça que vous nous avez invités aujourd'hui, l'Observatoire, sous ma conduite, a réorienté son travail pour être en appui et utile pour les professionnels, y compris pour les personnes qui font usage de drogue, qui font partie des clients de l'Observatoire, si je peux les appeler ainsi. Il y a le souci que le travail que nous faisons puisse être encore plus utile à l'avenir pour faire face à des changements, pour faire face à des nouveaux risques, des nouvelles alertes. Et là, ça comprend à la fois un nouveau système d'alerte européen qui couvrirait toutes les drogues et pas uniquement les nouvelles substances psychoactives, ce qui est important parce que aussi, je pense, aujourd'hui, les informations dont nous disposons sur la dangerosité de certains mélanges, de certaines substances, de certains produits, nous ne sommes pas en mesure, pour différentes raisons, de faire en sorte que cette information arrive aussi aux salles d'urgence et aux salles de soins intensifs, par exemple. Et je peux vous dire que dans les contacts que nous avons avec aussi des cliniciens ces dernières années, ce que je vois, ça ne m'étonne pas, mais ça me désole un peu, c'est que si nous parlons dans nos rapports, par exemple, de variétés de cannabis faibles en THC qui sont vaporisés avec des cannabinoïdes synthétiques, au niveau des cliniciens et des services de première ligne, ils ne reçoivent pas l'information qui leur permettrait d'intégrer ça dans leur diagnostic, dans leur assistance et quand les gens arrivent dans un état d'intoxication aiguë. Donc là, il y a des moyens nouveaux que nous allons pouvoir mettre en place. Et enfin, le troisième pilier, tout aussi important, c'est le soutien au développement de la capacité professionnelle, pour faire une mauvaise traduction du mot anglais, et qui vise aussi, pour moi, l'enjeu, c'est à la fois encourager, pousser autant qu'on peut l'adoption des bonnes pratiques dans tous les mécanismes de réponse qui sont mis en œuvre, mais aussi, il y a quelqu'un qui n'a oublié de mettre son micro en off, je pense. Merci. Et l'autre chose qui, pour moi, est également presque plus importante, c'est il est urgent de tirer les leçons de ce que nous avons appris des 30 dernières années. J'entends dans ce que vous avez dit dans l'introduction qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, oui, mais il y a eu aussi beaucoup de progrès et beaucoup de leçons à tirer. Et pour moi, c'est essentiel d'aider et d'encourager les États membres et l'Union européenne à être prêts pour les futurs défis. Parce que, en fait, un des problèmes que nous avons globalement, que nous partageons en Europe, c'est nous avons certaines bonnes réponses pour les problèmes d'hier qui étaient liés à l'épidémie d'héroïne. Nous avons quelques bonnes réponses et quelques solutions, pas forcément adoptées par tout le monde, mais il y a des développements très intéressants par rapport à des problèmes qui nous sont contemporains, on va dire. Mais le défi aujourd'hui, c'est par rapport face à la profusion de substances et d'usages et de risques potentiels, il ne suffit pas
de répéter les bonnes réponses d'un problème ancien. Il faut aussi aider à définir et identifier, construire les nouvelles réponses pour les nouveaux problèmes que nous avons en face de nous. Donc ces trois piliers, ils forment partie de ce que j'appellerais la nouvelle mission de l'Observatoire, que je résumerai en 4 mots. Le premier, c'est anticiper mieux sur ce qui pourrait arriver et les manières de s'y préparer. Le deuxième mot, c'est alerter, et ce sont tous des verbes actifs. Le second, c'est redévelopper, redynamiser et étendre les modalités, les capacités d'alerte. Et quand je parle d'alerte, ce n'est pas uniquement pour les autorités. L'ultime bénéficiaire, les ultimes bénéficiaires sont aussi potentiellement, en tout cas, les usagers, évidemment. Le troisième verbe clé, c'est répondre, aider les États membres à vérifier quelle est la crise émergente, évaluer les ressources disponibles et vérifier avec eux quelles pourraient être les ressources complémentaires nécessaires. Et en fait, le dernier, qui est apprendre, transmettre, qui est appuyer l'évaluation des réponses et appuyer aussi, comme ça nous est demandé déjà chaque année davantage, aider les États membres à évaluer leur stratégie nationale et les plans d'action mis en place à leur demande et les aider à voir, par exemple, comment améliorer les mécanismes de recueil de données qui sont utilisés pour les évaluations, pour que celles-ci soient les plus proches de la réalité et permettent d'adapter les réponses. C'est quelque chose, par exemple, qui se fait beaucoup au Portugal depuis 22 ans. La politique portugaise, elle a 3 caractéristiques. Il y en a beaucoup, mais je me limiterai à 3 pour terminer. Un, c'est qu'elle est basée autant que possible sur l'évidence scientifique, mais en sachant qu'une politique, c'est un choix politique, comme le nom l'indique. Donc la politique, ce n'est pas la science, ça ne va jamais le devenir. Donc on doit être réaliste et modeste là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'au Portugal, il y a un consensus entre les partis politiques qui a subsisté pendant les 22 dernières années, avec une modulation, avec une certaine fluidité en fonction du parti qui était dominant au gouvernement, mais les principes fondamentaux restent communs. Et le troisième élément, c'est le fait que la réalité change. Certainement, il faut en tenir compte. Mais la question, la manière dont ils adressent le problème au Portugal, ce n'est pas en jetant la stratégie, mais en ajustant et adaptant aux nouveaux problèmes qui émergent et en adaptant l'offre de réponses et de solutions. Voilà. Merci. Farid, tu vas nous parler un peu du droit international, de ton expérience au niveau des Nations Unies, etc. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes et merci Bobby pour cette invitation et puis à toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est aussi nombreux. Mon exposé concernera l'implication de la société civile dans les instances internationales et principalement à l'ONU et à Vienne, là où sont basés l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'organe international de contrôle des stupéfiants. Et donc là, je vais essayer d'aller vite, mais grosso modo, l'architecture internationale s'est fondée autour des 3 conventions internationales. La première de 61, celle qui l'amende la convention de 72, qu'on dit convention de 71, et la convention de 88 qui lutte contre la drogue et le crime. La seconde convention qui est venue amender la convention unique, c'est une convention qui concerne les substances psychotropes. Donc, si on regarde ces appareils, c'est vrai que les traités internationaux ont fixé le cadre international. Il y a 53 États qui sont membres de la Commission des stupéfiants et
Et c'est l'organe décisionnel politique qui décide chaque année et qui vote sur les résolutions qui sont négociées. Il y a un point de l'ordre du jour qui est généralement étudié, c'est la classification des substances. Et ce point de l'ordre du jour donne lieu à des recommandations de l'OMS en fonction des produits qui ont été étudiés. Tout récemment, on a pu voir que l'OMS a engagé un processus en 2017 qui a mené à la proposition de 6 recommandations concernant la reclassification du cannabis. Et le vote d'une recommandation suggérée par l'OMS a reclassifié le cannabis au mois de décembre 2020. Donc c'est tout récent, mais donc voilà, la classification internationale, elle est basée sur des critères de classification qui sont datés, qui sont liés à cette convention unique de 1961. Et je dois rappeler, entre parenthèses, qu'en 1961, on ne connaissait pas encore les cannabinoïdes, on en avait isolé très peu, et en tout cas, on ne connaissait pas, on n'avait pas isolé le THC, et c'est pour ça que la convention de 71 a introduit le THC dans les conventions internationales. Par rapport à l'implication de la société civile, alors moi j'ai commencé à m'y impliquer il y a 20 ans exactement, lorsque c'était la révision à mi-parcours de la stratégie onusienne adoptée en 1998 à New York. Cette stratégie onusienne en 1998 visait l'éradication de la production et de la consommation de drogue à l'échelle de la planète en 10 ans. C'est un objectif éloquent, limite utopiste. Mais donc en fait, j'ai commencé à m'impliquer en 2003 lorsque on a organisé avec l'ENCODE, la coalition européenne pour des politiques justes et efficaces en matière de drogue, une manifestation avec un certain nombre d'organisations. On avait tout un programme à l'extérieur des Nations Unies, à l'Université de Vienne, entre autres. Et cette implication, en fait, elle était, on va dire, elle s'est arrêtée aux marches de l'ONU. Et c'est seulement l'année d'après que j'ai pu entrer et observer, on va dire, les débats de l'intérieur. À cette époque, le Vienna NGO Committee, le comité des ONG à Vienne sur les drogues, était majoritairement composé d'organisations issues des ligues de tempérance du début du XXe siècle, des organisations très partisanes et limite très proches des forces de police, ou en tout cas de ceux qui prenaient la répression de l'usage de drogue, ou des méthodes qui soient, on va dire, coercitives. Donc, en gros, et là c'est peut-être l'exposé que fera Marie, mais c'est vrai que l'important était de rééquilibrer ce Vienna NGO Committee de manière à apporter, on va dire, par exemple, la question de la réduction des risques, la question du respect des droits humains fondamentaux et d'autres questions qui sont plus inhérentes justement aux droits des communautés et puis surtout un argumentaire en faveur de politiques qui soient non seulement justes, mais surtout qui prouvent leur efficacité en étant basées, si possible, sur des éléments scientifiques. Donc ce processus de rééquilibrage au sein du VNG aussi, il a mis quasiment 15 ans à arriver, grâce principalement à l'action de l'IDPC que Marie représente. Et c'est vrai qu'en 2008, le constat était fait que la stratégie onusienne n'était pas atteinte et qu'il fallait sans doute changer de politique. À cette époque, l'ONU s'est décidé de faire une année de réflexion et c'est pour ça qu'on a désormais une stratégie qui a été adoptée en 2009 jusqu'en 2019 et qui a été renouvelée en 2019 jusqu'en 2029. Alors, la stratégie de l'ONU, elle s'est aussi quelque part rééquilibrée sous l'influence d'un certain nombre d'États qui ont vu leur politique évoluer. Alors, bon, je passerai sur les détails, mais grosso modo, à la faveur des politiques de réduction des risques et puis aux résultats extraordinaires obtenus, il a été
c'est difficile de les cacher, et notamment parce qu'un certain nombre d'États plus pragmatiques essaient de les promouvoir comme, par exemple, régulièrement, il y a aussi des affrontements sur la question de la peine capitale et de l'emploi de la peine capitale à l'égard des trafiquants ou supposés trafiquants de drogue. Comme on le sait, en Iran, en Chine, dans un certain nombre d'États, la peine capitale est toujours appliquée, et un certain nombre d'États disent que c'est contraire au respect des droits humains fondamentaux. Mais le système onusien est fait ainsi qu'il faut quand même obtenir le consensus dans les décisions, et chaque État étant souverain pour mener la politique qui lui sied, l'essentiel étant d'essayer de conserver le consensus de Vienne. Alors, malheureusement, ce consensus est en train de voler en éclats. Alors, je dis malheureusement, c'est parce que, quelque part, certains pourraient penser que c'est très bien s'il y a autant de divergences. Sauf que l'impression que je peux avoir aujourd'hui, c'est que, aussi bien au niveau du comité des ONG de Vienne que au niveau de la commission des stupéfiants, il y a le rôle d'un certain nombre d'organisations et d'États qui continuent à vouloir, on va dire, tourner en rond, voire ne pas vouloir aborder les problèmes tels qu'ils sont. Là, j'abordais la question des droits humains fondamentaux au travers de la peine de mort. C'est vrai que ça suscite des clivages, certains, mais les exécutions extrajudiciaires qui ont lieu, qui ont cours dans un certain nombre de pays, comme aussi la corruption, comme toutes ces problématiques qui sont afférentes à la problématique des drogues, suscitent parfois des frictions au sein des Nations Unies. Dernièrement, et je terminerai là-dessus, c'est surtout la question de la guerre en Ukraine qui a cristallisé, polarisé le travail de la commission des stupéfiants. Aujourd'hui, on est dans cette journée aider plutôt que punir au niveau international, et en tant qu'usager et représentant d'une association d'usagers, je ne peux qu'avoir une pensée pour toutes les associations de réduction des risques qui ont vu leurs moyens ou leur activité arrêtés sous la pression des autorités russes, notamment en Crimée, comme on s'en souvient en 2014, et plus récemment dans les parties de territoire occupées, et y compris en Russie, où les organisations de défense des droits des usagers ont beaucoup de difficultés à maintenir leurs activités. Voilà, je me tiens à la disposition pour toute question, et j'espère ne pas avoir été trop long. Super, Farid, merci. Pour les questions, on y reviendra tout à l'heure. Bénédicte, alors une question, comme je te l'ai dit quand on a préparé, j'ai l'impression que c'est une question qui doit revenir régulièrement. La police, normalement, est en charge de la répression, et quand elle parle de décriminalisation des drogues, cela peut interpeller certaines personnes. Peux-tu nous parler du collectif, qui il est, et pourquoi cette prise de position? Alors, bon, déjà, merci beaucoup, Bobby, pour ton invitation. Les occasions de s'exprimer, et encore plus quand on est dans la case police anti-prohibition, c'est pas si fréquent. Donc ce collectif est fait de policiers et de gendarmes, la plupart en activité, mais on ne les pousse pas à se rendre visibles parce que c'est un sujet qui est très clivant. Ça, je vous apprends rien, mais encore plus dans la police. En fait, alors de notre expérience, on a appris beaucoup de choses, mais pour parler de la prohibition, on voyait s'exprimer des usagers, des canactivistes, beaucoup, des magistrats, des gens du secteur socio-sanitaire, et pas de police.
pas de police alors que c'est nous qui mettons en œuvre la répression. Et là, on s'est dit, bon, c'est indispensable qu'on puisse amener notre pierre à l'édifice parce que, effectivement, ça peut surprendre de voir des policiers qui plaident pour autre chose que la prohibition. Et nous, en l'occurrence, notre cheval de bataille, c'est la dépénalisation de l'usage de drogue. Mais en même temps, on est à un poste d'observation idéal pour voir que ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, et en plus, pour toutes les raisons que vous connaissez déjà, hein, ça n'a aucune incidence sur les taux de consommation, ça n'a aucune incidence sur la première expérimentation des drogues, c'est de plus en plus jeune, ça n'a aucune incidence non plus sur les trafics. C'est-à-dire que le fameux argument les consommateurs sont les complices des trafiquants, ça colle pas non plus. Mais nous, notre activité, elle est complètement polluée par cette répression, parce que le délit d'usage de stupéfiants, bon, déjà, c'est un délit, c'est pas une contravention, c'est un délit, même sous forme d'amende forfaitaire. Ça reste un délit qui génère une mention au casier judiciaire, et ça alimente d'une façon effrayante la politique du chiffre. Parce que ce délit, une fois qu'il est constaté, il est élucidé, et il est élucidé à 100%. Donc, ça nourrit la politique du chiffre, mais pas que, ça nourrit aussi les bilans statistiques du ministre de l'Intérieur, et pas spécialement celui-là. Enfin, celui-là encore plus, parce qu'il a vu arriver l'AfD. Enfin non, c'est Gérard Collomb qui l'a mis en place, mais il surfe beaucoup sur l'AfD. Mais tous les ministres de l'Intérieur, enfin, c'est un levier électoral et un levier sécuritaire énorme, l'usage de stupéfiants. Alors qu'en fin de compte, tout ça mériterait quand même grandement d'être dégonflé. Et j'en viens à dire que si vous tous du secteur sanitaire, vous avez tendance à beaucoup parler d'addiction, nous, on va juste parler d'usage. Parce que la santé publique, ce n'est pas notre problème. Alors peut-être ça choque dit comme ça, mais vraiment, ce n'est pas notre problème. La santé, c'est le problème. C'est un problème intime déjà. C'est le problème de chacun. Et il appartient à chacun d'aller voir, d'utiliser le réseau Addicto, qui est plutôt bien fait quand même en France, quand il a un problème avec une consommation problématique. Mais nous, notre sujet, c'est la sécurité et la tranquillité publique. Et la sécurité et la tranquillité publique ne peuvent pas être assurées correctement tant que les flics et les gendarmes font la chasse aux chiteux, comme on dit chez nous. Parce que ça prend énormément de temps. Alors, entre les estimations de Gérard Collomb, qui est l'inventeur de l'AfD, et l'estimation du syndicat Alliance, qui est pourtant pas réputé pour être très progressiste, la répression de l'usage, c'est entre 1 million et 1,5 million d'heures. Pendant que les flics courent après les gens qui ont une petite boulette de shit ou un petit sachet de poudre au fond de la poche, ils ne font pas autre chose. Et pendant ce temps-là, le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche de plus en plus de policiers adjoints, ce qui sont des contractuels précaires avec une formation de 12 semaines, et il embauche aussi des réservistes. Et les réservistes, c'est des gens qui ont 15 jours de formation. En fait, 2 fois 5 jours, parce qu'ils ont les week-ends, cette formation étant dédiée au maniement de l'arme. Voilà. Donc, vous voyez que nous, on étend le problème sur l'activité policière en disant, si on récupère le temps passé, l'énergie passée à réprimer l'usage de drogue, au lieu de faire autre chose, en fin de compte, parce que, je veux dire, la situation et la population ont d'autres attentes. Je veux dire, il y a de l'insécurité, il y a des atteintes aux biens, aux personnes et aux biens, il y a des agressions, il y a des... Moi, j'ai des collègues qui m'envoient des messages qui me disent, mais je ne connaissais pas... je faisais pas trop de stup dans mon ancien service, c'est terrifiant le temps que ça prend et le temps qu'on nous demande. Parce que même si les objectifs chiffrés ne sont pas explicites, la pression
La pression, elle existe là-dessus. Et derrière cette répression, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il y a le pourrissement des relations police-population. Parce que la drogue, c'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est une façon de faire, d'avoir une forme de contrôle social sur certains quartiers et sur certaines populations. Et forcément, pas n'importe lesquels. Ce sera souvent des quartiers populaires et des populations plus précaires, plus jeunes et moins blanches que d'autres. D'ailleurs, ça a échappé à pas mal de gens, mais Darmanin le reconnaît extrêmement volontiers. Il y a un mois et demi, sur un gros média, BFM, France Inter, je ne sais plus, il a dit que, ok, on démantèle des points de deal, mais il y a toujours autant de drogue en circulation. Bon, ça, on le sait, mais c'était déjà pas mal de l'entendre de la bouche du ministre, qui a plutôt tendance à mettre en avant des saisies phénoménales, des chiffres phénoménaux, alors que tous ces chiffres ne traduisent qu'une chose, c'est l'activité policière. C'est ni le nombre d'usagers, ni la quantité de drogue en circulation. Parce que s'il y avait vraiment une incidence sur la drogue en circulation, le prix du gramme augmenterait. Or, la drogue, quel que soit le produit, c'est bien le seul qui n'est pas touché par l'inflation. Donc, Darmanin nous dit ça, on démantèle, mais il y a toujours autant de drogue en circulation. Mais mieux, il dit l'amende forfaitaire est un outil pour la police pour faire des contrôles d'identité. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il exprime par là? On a une loi qui est répressive et lui, il admet tout à fait de la détourner aux fins de police administrative, finalement. Donc, tout ça pour dire que nous, c'est là-dessus qu'on milite. On milite la santé. Il y a des gens qui font ça très bien, sans avoir besoin qu'on en rajoute. Nous, on milite pour assainir cette espèce de cadre de travail qui est téléguidé par les stupéfiants, alors que tous les flics et tous les gendarmes préfèrent quand même largement prendre le temps de s'occuper sérieusement d'un trafic, ce qui ne veut pas dire que ça va faire un chiffre quotidien, parce qu'il faut surveiller, il y a beaucoup c'est une enquête quoi, à part entière, que de partir comme des chiens de chasse qui ont ce réflexe pavlovien de faire la chasse aux chiteux. Mais bon, le problème, c'est que vous suivez l'actu et voyez bien que la politique, plutôt que d'être de plus en plus sanitaire, est de plus en plus répressive. Donc ça a commencé par l'amende forfaitaire délictuelle qui a eu pour effet d'augmenter incroyablement les interpellations pour usage de drogue, avec toujours un taux de recouvrement d'environ un tiers. Et parce que le taux de recouvrement, de toute façon, est toujours très faible, qu'il s'agisse d'amende forfaitaire délictuelle ou d'amende pénale. Comme Bobby le soulignait, il y a eu aussi pas mal de propositions de loi ces temps-ci, ces derniers mois, complètement délirantes, avec une augmentation de l'AFD à des plafonds incroyables, l'application de l'AFD aux mineurs, des peines complémentaires. Là, depuis hier, perception de l'AFD par carte bleue ou en cash sur la voie publique. C'est-à-dire les flics étaient déjà autorité de constatation, autorité de poursuite, autorité de jugement. Maintenant, on leur demande d'être agent du trésor public parce que le taux de recouvrement est faible. Moi, je ne vois pas le lien. Je veux dire, si les gens peuvent payer immédiatement leur amende, je ne vois pas en quoi ça joue sur le taux de recouvrement. De toute façon, s'ils n'ont pas l'intention de payer, ils ne payeront pas plus en cash sur la voie publique. Et puis, ça va un peu d'alourdir la mule police, quoi. Franchement, on n'en peut plus, quoi. Et donc, on voit rien vraiment du côté de la répression. Enfin, on ne voit pas tellement l'horizon s'éclaircir. Même quand ils ont mis sur place l'AFD, qui faisait partie du programme de réforme de la justice, ils auraient pu en profiter pour shooter la peine de prison. Il y a toujours une peine de prison en France pour usage de drogue. C'est délirant. C'est délirant parce que l'usage de drogue, l'usage simple, hein, je ne parle pas de conduite en état de défense ou ce que vous voulez, l'usage simple, c'est un délit sans victime. C'est-à-dire, nous, en tant que flics, tout ce qu'on demande aux gens, on ne leur nie pas de se mettre ce qu'ils veulent dans le corps, de faire ce qu'ils veulent de leur état de conscience. On veut juste qu'il n'y ait pas de tort à autrui. Le reste, ça les regarde. C'est comme pour l'alcool, c'est comme pour le tabac à la limite, mais
ça les regarde. En fin de compte, c'est un droit à se droguer. Et nous, un droit à s'occuper d'autre chose, de la vraie délinquance. Bon, j'ai grosso modo fait le tour. Voilà, santé publique, c'est votre affaire. Sécurité publique, tranquillité publique, c'est la nôtre. Et c'est à ce titre, en fait, qu'on a fait ce collectif et qu'on milite pour la dépénalisation de l'usage. FD, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. En fait, c'est un dispositif dit simplifié de répression de l'usage de drogue, parce qu'avant, c'était interpellation, garde à vue, audition. Voilà. Donc, l'AFD se met sur la voie publique. Elle concerne le cannabis, la cocaïne, et pour les gendarmes, elle concerne la MDMA, parce que c'est eux qui interviennent dans les secteurs de free party. Merci. Fabrice, tu es là? Oui, je suis là, mais vous ne me verrez pas parce que j'arrive pas à connecter ma caméra. Vous m'entendez? Ça marche. Bon, voilà. Oui, on t'entend Okay. oui, on t'entend très bien. Ouais. Alors, pourquoi 30 années de réduction des risques ont échoué à faire évoluer la loi? Pourquoi continuons-nous à avoir une politique aussi bête malgré le consensus scientifique sur la réduction des risques? Oui, alors en fait, mon intervention va faire la suite de celle de Bénédicte de manière logique, puisqu'elle dit un certain nombre de choses que nous... Alors, nous, c'est ASUD, donc Association d'usagers de drogue historique, qui est née dans le cadre de la lutte contre le sida. Et le fait que c'est un délit sans victime, ou plutôt, s'il y a une éventuelle victime, ce n'est jamais que soi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui reste dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir que, bon, on a quand même l'empire sur son propre corps de manière philosophique depuis la Révolution française. Ça, nous, on l'affirme depuis le départ, depuis notre création. Notre création, c'est d'abord un journal en 1992 et ensuite en association en 1993. Et 92-93, c'est des dates qu'il faut contextualiser dans le cadre de cet accident de l'histoire qu'a été l'épidémie de sida. Et c'est sans doute ça qui fait que notre action, elle s'est située d'emblée dans le cadre de la santé publique, mais dans le cadre d'une santé publique particulière qui était celle d'une épidémie qui concernait les usagers de drogue à cause des arcanes de la répression. L'épidémie de sida concernait les usagers de drogue pour une raison, c'est un décret qui a été pris en 1972 qui a interdit de vendre des seringues aux usagers de drogue, on disait aux toxicomanes à l'époque. En pratique, c'est ça l'épidémie de sida parmi les usagers de drogue. Donc on voit bien que ce n'est pas lié à la consommation, mais lié à cette utopie, je pèse mes mots, cette utopie de vouloir interdire à la population de recourir à certains psychotropes. Donc, la possibilité de créer une association d'usagers de drogue, c'est-à-dire une association de délinquants, elle n'était concevable que dans ce cadre particulier de la lutte contre le sida. D'ailleurs, ASUD était une association de lutte contre le sida. C'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui quand on parle de l'échec, finalement, de ces 30 années de réduction des risques qui ont débouché sur un certain nombre de règlements concernant les médicaments de substitution, par exemple, concernant le problème des seringues dont j'ai parlé, qui a mis du temps à se mettre en place. Il a fallu attendre l'action de Michel Barzac, donc ministre RPR de la Santé. Je sais que j'ai eu un débat récemment à la Fédération Addiction et un certain nombre de gens qui sont de sensibilité de gauche sont irrités par le fait qu'on rappelle ces évidences. C'est que, ces faits historiques plutôt, c'est que le fait de redonner la possibilité aux usagers de drogue d'acheter des seringues en pharmacie, c'est Michel Barzac qui était ministre RPR.
le fait de mettre en place la méthadone en France, c'est Simone Veil, qui était ministre UDF, donc des ministres de droite. Et pendant ce temps-là, la gauche était, comme sur d'autres débats, comme par exemple le débat sur l'immigration, la gauche était extrêmement frileuse à prendre ce type de mesures par crainte de passer pour laxiste, toujours pareil, pour complice des délinquants et encore pire, complice des dealers. Mais donc, autant il y a eu des avancées rapides sur le terrain de la réduction des risques purs, le dernier effet étant les salles de consommation à moindre risque que tu as évoqué, Bobby, autant dans le cadre de la loi, on est resté strict et intangible, malgré la contradiction évidente. Dès le départ, la contradiction entre la réduction des risques et la loi de 70 qui réprime l'usage de drogue est apparue évidente. De toute façon, même pour les mesures réglementaires que je viens de citer, il a fallu modifier des choses, pas dans le cadre de la loi 70, mais dans le cadre, par exemple, de la mise à disposition de la méthadone qui était interdite en France. Et mon propos, en fait, c'est de constater à quel point ces arguments de santé publique donc, ont été efficaces pour éliminer le sida, et effectivement, très rapidement, le sida n'a plus été une maladie qui concernait les usagers de drogue, mais ont été totalement inefficaces pour faire ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire amener des éléments de pédagogie à portée de la population générale pour qu'on fasse ce fameux changement de la législation qui, elle, restait intangible et encore une fois en contradiction sur les principes avec la réduction des risques. La réduction des risques prétend ne pas juger l'usage de drogue, elle prétend ne pas avoir une approche morale, mais une approche efficace. Et la réduction des risques, partout, dans tous les pays où elle est appliquée, s'appuie sur plus ou moins une forme de dépénalisation, quand ce n'est pas une évolution, comme au Portugal, des pénalisations de toutes les drogues. En France, on a voulu rester dans ce cadre schizophrène où la réduction des risques s'est traduite par des mesures sanitaires. On a fait monter dans le bateau la médecine et notamment tout ce qui est la hiérarchie hospitalo-universitaire, c'est-à-dire on a inventé ce que tous vous connaissez sous le nom d'addictologie, qui par une habile pirouette mélange les produits licites et les produits illicites pour effectivement parler de santé et faire de la question des drogues une question plus rationnelle. Mais le fait de zapper totalement le cœur du sujet, qui est qu'il y a certaines drogues qui sont licites et qui sont consommées par des millions de nos compatriotes et qui font beaucoup plus de dégâts sanitaires que les drogues illicites, c'est conforté par ce débat de l'addictologie. Et finalement, ça arrange bien les affaires des gens qui veulent continuer à rester dans un cadre de répression. Et donc, on est 30 ans plus tard, et l'actualité, on vous l'a dit tous, plus ou moins, vous montre à quel point la société française, non seulement n'est pas du tout convaincue par la question de changer la loi, mais en plus, la stigmatisation des consommateurs n'a jamais été aussi violente. On l'a vu avec les diverses polémiques qui nous ont traversées, hein, que ce soit l'affaire Palmade. Et là, aujourd'hui, les propositions fusent un peu partout pour pénaliser un peu plus les consommateurs. Donc, on voit bien que même sur le sujet du cannabis ou au niveau international, je pense que Marie va vous dire quelques mots là-dessus, le mouvement général est plutôt à une marche vers la légalisation pour des raisons qui sont des raisons à la fois économiques et des raisons de droits humains. Pour nous, en France, on est complètement en deçà du sujet, voire même, il y a une espèce de mystère français. C'est-à-dire qu'on est à rebours de ce qui se passe au niveau international, un peu comme on l'était d'ailleurs au moment de cette fameuse réduction des risques que j'ai évoquée, où on a été les derniers à mettre en place ces questions de traitement de substitution, et qui a occasionné beaucoup plus de morts en France que
dans d'autres pays en Europe. Donc, il faut se poser la question de l'inefficacité de ces arguments sanitaires, surtout dans les secteurs qui sont impliqués dans la prise en charge des usagers, et se demander si ce qui ne nous a pas manqué, c'est un débat de fond sur la question des droits humains, justement, c'est-à-dire ce que Bénédicte a posé en préalable, à savoir en quoi le fait de consommer une substance quand on est dans un espace privé vient heurter la question de la liberté d'autrui, donc une vraie question qui concerne la Constitution. Et deuxièmement, si on admet que c'est une question de droits humains et c'est une question de choix personnel, voire même, comme le disait Nicole Maestrachi, une société sans drogue, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on serait dans un cadre de droit civilisationnel. Hein. Je pèse mes mots, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire de droit à consommer des substances qui seraient complètement inclus dans la notion même de civilisation. Eh bien, forcément, à partir du moment où on réprime ce type de droits fondamentaux, comme on l'a fait sur l'homosexualité pendant des années, la répression va s'abattre sur les segments les plus vulnérables de la société. Et là aussi, on l'a évoqué, il faut le dire, c'est d'abord une guerre qui est livrée aux banlieues, donc qui sont stigmatisées comme pourvoyeurs de drogue, et une guerre livrée aux gens les plus vulnérables, c'est-à-dire en général les gens, les populations défavorisées. Quand ce n'est pas les banlieues, c'est ce qu'on appelle la France périphérique. Donc je conclurai sur ce point, à savoir que aujourd'hui le débat, à mon avis, est faussé si on reste dans les arguments sanitaires, dans les arguments qui sont d'ailleurs malheureusement ceux qui sont mis le plus souvent en avant par les gens qui veulent réformer la politique des drogues, à savoir il faut réformer parce qu'il y a des problèmes de prise en charge, parce qu'il faut lutter contre les addictions, parce que, voire même quelquefois des arguments totalement paradoxaux, il faut légaliser le cannabis pour lutter contre le cannabis et faire baisser la consommation. On voit bien à quel point même le camp de la réforme a été pris en otage par cette vision diabolisée de l'usage de drogue qui doit représenter un fléau actif et un sujet en soi. Quand je dis un sujet, un acteur. Alors que le fond de l'histoire est bien une histoire de demande de drogue, de demande de la société qui ne cesse d'augmenter depuis finalement les années 70. Hein, depuis que la loi d'interdiction a été prise, les consommateurs ont été multipliés par 10. Et au lieu de stigmatiser cette affaire en disant « Mon Dieu, c'est terrible, il y a de plus en plus de gens qui prennent des drogues », il vaudrait mieux le prendre de manière rationnelle. Il y a une demande dans la société qui doit se traduire par une adaptation de cette société qui est une société libérale, c'est comme ça, une société capitaliste, à cette demande. Parce que sinon, c'est l'offre qui est stigmatisée, c'est-à-dire la question des dealers, hein, la question des trafiquants. Et ça, c'est ce que la prohibition essaye de nous vendre depuis toujours. Que la drogue, c'est d'abord une affaire d'offre. Que dès que des dealers arrivent dans un environnement, ils vont, parce que les produits sont addictifs, occasionner des dégâts où les gens, après quelques consommations, deviennent des gens aliénés. C'est totalement faux. Tous les gens qui sont penchés sur le sujet, y compris les addictologues d'ailleurs, qui sont honnêtes, le savent. Malheureusement, leur discours porte sur les 20% de gens qui sont réellement dépendants. Et donc, ces 20% de gens qui sont réellement dépendants, qui sont souvent les gens qui fréquentent les files actives du médico-social, servent effectivement de prétexte ou d'exemple ou de démonstration sur le fait que les drogues seraient d'abord un problème d'offre et que donc il faut lutter d'abord contre les dealers. Et lutter contre les dealers aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre les banlieues et ça veut dire lutter contre l'immigration, puisqu'on est dans une espèce d'objet obsessionnel aujourd'hui en France sur cette question de l'immigration et des banlieues. Donc, comme je le dis souvent, on a d'un côté le pinceau de l'islam radical qui permet de taper sur certaines populations et de l'autre, celui de la drogue
qui vient taper sur les mêmes populations pour des raisons exactement inverses, mais ce n'est pas grave, avec une méconnaissance du débat général que l'on devrait avoir sur ces questions, et qui est un débat non pas sur des questions sanitaires, mais sur des questions de droits humains et des questions de discrimination. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est un peu complexe, mais en fait, cette complexité, elle ne doit pas nous faire illusion, parce qu'il faut revenir à des choses simples. Oui, les drogues sont un droit humain, et non, la répression ne s'abat pas sur l'ensemble de nos concitoyens, mais uniquement sur les gens les plus vulnérables. Merci. Je trouve ton discours très important, qui nous permet aussi, nous qui sommes sur le terrain tous les jours, de prendre du recul aussi et de sortir peut-être de notre vision qui est ciblée sur les 20% qui ont un problème d'addiction en fait. Et derrière, il y a quand même 80% d'autres personnes qui consomment des drogues et qui n'ont pas spécialement de problème d'addiction. Absolument. Voilà. Et on pourrait peut-être citer sur l'exemple que tu donnais aussi, sur l'exemple de Bègue, le dernier débat qu'il y a eu à Bègue sur l'expérimentation du cannabis, et j'ai trouvé ça assez marrant, voire ironique sur le fond, parce que l'exemple c'était oui, le maire qui voulait donc lutter contre la drogue. On était dans la lutte contre la drogue, on n'était pas sur légaliser le cannabis pour faire plaisir aux gens qui prennent du plaisir. On était sur quelque chose où l'usager avait le droit de consommer dans un lieu fermé, encadré par des médecins. Donc alors, si j'ai compris le débat de la légalisation à Bec, c'était un peu ça. Je trouvais on est vraiment dans ce que tu as cité en fait. Sur les arguments oui, que tu as tout à fait. Tout à fait, c'était un exemple type effectivement, de cette prise en otage morale, encore une fois, des gens qui se présentent comme des réformateurs de la politique des drogues et qui systématiquement pensent, mais comme la gauche, encore une fois, l'a fait avec la réduction des risques pendant très longtemps, qu'il faut surtout échapper à l'idée qu'on serait complice du fléau que représente la drogue, comme si la drogue c'était un acteur du sujet en soi, comme si la drogue c'était une espèce d'animal ou de démon, enfin de choses irrationnelles qu'il faut combattre en soi et avec lequel il ne faut surtout pas être soupçonné de passer une alliance. Mais à mon avis, ça a une explication très simple. C'est aussi ce que tu as évoqué, Bobby, le fait que les populations insérées et qui appartiennent aux classes favorisées de la sphère sociale sont en gros l'essentiel des consommateurs non problématiques. Et qu'aujourd'hui, on le sait, c'est assez simple d'échapper à la prohibition quand on appartient à ce type de population, on va dire les classes blanches de centre-ville, pour reprendre une phraséologie américaine. Il suffit de décrocher son téléphone, en gros, pour avoir à la disposition des gens issus des banlieues qui sont un peu plus bronzés, qui viennent nous livrer à peu près tout ce qu'on veut. Et finalement, je pense que c'est cette invisibilité-là qui, d'abord, les empêche de se mobiliser, comme ça a été fait sur le terrain de l'homosexualité, où quand il y a eu effectivement cette épidémie de sida, les grandes associations de lutte contre le sida se sont levées et ont mis en avant les gens les plus emblématiques, les gens les plus insérés socialement, les gens auxquels la population pouvait s'identifier. Là, c'est exactement l'inverse. Tous les gens qui consomment et qui sont favorisés socialement sont les plus invisibles. Et ensuite, toute cette rhétorique vise, encore une fois, à zapper ce débat essentiel de la lutte qui est livrée contre les banlieues au nom de la lutte contre la drogue. Et c'est un effet complémentaire de cette invisibilité. Donc, le camp des réformateurs s'abrite derrière la santé parce que finalement, ça permet de ne pas courir de risques politiques et de s'octroyer, je le dirais, une bonne conscience à peu de frais, en se disant qu'on est finalement du côté des gens sympathiques, humanitaires, qui pensent qu'il faut soigner les autres, avec une vision très verticale et très condescendante, mais qui ne permet d'échapper qui ne court aucun risque politique.
Et je pense comme l'a fait, alors j'ai oublié son nom, du Québécois à la Fédération des drogues qui a fait son dévoilement, je pense que toutes ces personnes, en fait, si on voudrait aller dans le même sens, il faudrait que les personnes qui consomment, qui n'ont pas de problème, fassent leur dévoilement, comme ils disent au Québec, de leur consommation. Voilà. C'est le coming out en français, hein, c'est le dévoilement. Voilà. Oui, oui, bah, c'est vrai, je suis effectivement d'accord, mais ça, c'est la stratégie de mon ami Karl Hart, hein, dont certains d'entre vous ont entendu parler, qui est professeur de psychologie à la Columbia et qui lui-même s'exprime sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il est un consommateur récréatif d'héroïne. Bon, et effectivement, c'est possible aux États-Unis, mais encore une fois, la grande différence entre la société américaine et le niveau de réflexion où ils sont, alors qu'ils sont victimes d'une épidémie, entre guillemets, d'opioïdes absolument majeure, qui n'est hors de comparaison avec tout ce qu'on a pu rencontrer ici, y compris d'ailleurs dans le cadre du sida. Parallèlement, ils ont une réflexion sur, la guerre menée contre la communauté africaine-américaine au nom de la guerre à la drogue, qui ont été probablement une des sociétés les plus racistes de ce côté-là, et ensuite sur la question des droits humains, de la liberté individuelle, pour lequel, vous savez, les Américains ont une espèce de religion. Et donc, dans le cas de tous les débats sur l'usage de drogue aux États-Unis sont orientés autour de ces deux questions, la question de la liberté individuelle, liée à l'économie libérale, évidemment, et la question de la lutte contre les discriminations racistes. Merci. Marie, avant que tu fasses la suite de Fabrice, je pense que tu as pas mal de choses à dire, j'ai quand même posé ma question. On a l'impression à notre niveau qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution au niveau international. Est-ce que les déclarations comme celles des experts des Nations Unies qui ont eu lieu la semaine dernière peuvent permettre de voir, même d'entrevoir des évolutions au niveau international, mais aussi de certains pays? Les experts des Nations Unies, la semaine dernière, ont demandé de remplacer la punition par le soutien et la promotion de la politique qui respecte, protège et réalise les droits de tous. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors, moi, je voulais parler un petit peu plus de ce qui se passe au niveau national, mais du coup, je vais commencer par ce qui se passe à l'ONU. Farid, il a déjà pas mal parlé du contexte international, à l'ONU, à Vienne en particulier, à la Commission des stupéfiants. Donc, la Commission des stupéfiants, c'est l'organe de prise de décision de l'ONU sur les drogues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, les agences qui sont basées à Vienne, dont la Commission des stupéfiants, sont vraiment ancrées dans le consensus et la prohibition. Alors que maintenant, on voit que dans d'autres organes de l'ONU, en particulier ceux qui ont trait aux droits humains, ils sont beaucoup plus à même de condamner la prohibition et tous les dommages qui ont été liés à la prohibition. Et donc, l'appel que tu mentionnes, Bobby, ça a été lancé par tout un tas d'experts des Nations Unies sur les droits humains, sur tout un tas de droits humains d'ailleurs, sur les exécutions extrajudiciaires, sur la peine de mort, sur la santé, sur les femmes, etc., etc. Et donc, depuis l'année dernière, ils émettent des déclarations pour la Journée internationale sur la drogue, pour condamner l'approche punitive, pour appeler à la réduction des risques, à la fin de tous les abus de droits humains qui ont lieu à travers le monde. Certains en ont déjà mentionné quelques-uns, la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, les discriminations raciales, sociales, économiques, etc. Donc c'est vraiment bien qu'on ait ce type de mobilisation. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'écho à Vienne. Donc c'est pour ça que nous, à l'IDPC, on a essayé de promouvoir un maximum la participation de ces agences et entités onisiennes qui travaillent sur les droits humains, sur la santé, sur le développement, pour qu'elles viennent à l'ONU pour pouvoir avoir cette discussion et puis pour pouvoir changer les débats au niveau de l'ONU. Mais ça prend du temps, malheureusement, et l'ONU reste quand même assez ancrée dans son approche prohibitionniste pour le moment. Après, tu peux juste présenter rapidement. Ton micro. Si je l'ai mis. Tu peux présenter rapidement l'IDPC? Oui, bien sûr. Alors, l'IDPC, c'est un réseau mondial d'organisations non gouvernementales. Donc, il y a pas mal d'ONG françaises qui en font partie d'ailleurs. Et donc, notre objectif, c'est de travailler ensemble pour promouvoir des politiques des drogues qui soient centrées sur la santé, sur les droits humains, sur la justice sociale.
Donc, on a été créé en 2006 et l'objectif au départ, c'était d'avoir un mécanisme de partage d'informations, de coordination et de communication, en fait, pour avoir plus d'impact au niveau de l'ONU et pour pouvoir influencer les débats. Et parce qu'à l'époque, Farid en a beaucoup parlé, des évolutions de la société civile à l'ONU. Il a aussi parlé du fait que la société civile, les ONG qui vont à l'ONU et qui travaillent sur les thématiques de drogue, elles n'ont pas toute une approche unifiée. Il y a des ONG qui sont pro-réforme, il y a des ONG qui sont anti-réforme. Donc à l'IDPC, on voulait essayer de créer un mécanisme de collaboration pour les ONG qui promeuvent des réformes de politique des drogues, pour qu'on ait un impact plus important en travaillant tous ensemble. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie aussi de créer un espace de débat, de discussion entre les responsables politiques et la société civile et les personnes qui sont directement touchées et affectées par les politiques des drogues. Voilà. Et Bobby, tu veux que je parle un tout petit peu des mouvements de réforme, du coup, au niveau plus national, ou tu préfères garder ça pour plus tard? Hop là, attends, je remets le micro. Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Voilà, non, en fait, je voulais juste vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, il y a plusieurs intervenants qui ont déjà parlé du fait que dans certains autres pays, ça bouge et qu'en France, ça bouge pas assez vite. Et évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup de gouvernements un peu partout dans le monde qui se sont rendus compte que la prohibition, ça fonctionne pas. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que beaucoup de personnes ont déjà expliqué que la prohibition ne marche pas. Mais donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que principalement depuis les années 2000, et c'est un mouvement qui s'est quand même accéléré ces 5 dernières années, il y a beaucoup de juridictions à travers le monde qui ont bougé vers la décriminalisation. Donc ça, c'est très positif. Le fait de se dire que les programmes de réduction des risques de traitement, oui, c'est très bien, mais le problème, c'est que les personnes usagères de drogue ne vont pas forcément vouloir y accéder si elles continuent d'être criminalisées, pénalisées, discriminées, etc. Donc, il y a tout un tas de pays et de juridictions qui ont bougé vers la décriminalisation. Et ce qui est intéressant, et Fabrice en a parlé, c'est que contrairement au débat français, c'est vrai que le mouvement vers la décriminalisation, c'est pas mal centré sur les droits humains plutôt que sur le côté santé. Donc forcément, dans pas mal de juridictions, ça s'est centré sur la santé, mais il y a aussi le droit d'avoir une vie privée, il y a le droit de ne pas être sujet aux discriminations, il y a le droit à la santé. Donc il y a tout un tas d'argumentaires basés sur les droits humains qui ont accéléré les mouvements de réforme vers la décriminalisation. Donc aujourd'hui, on a 66 juridictions dans 38 pays qui ont décriminalisé la consommation et la possession de drogue pour usage personnel. Et ça, c'est dans tous les continents. Donc c'est pas juste en Europe ou en Amérique du Nord, c'est vraiment partout. Et les discussions elles continuent dans tout un tas de pays. Et pareil sur tous les continents. Donc par exemple en Australie, au Brésil, au Ghana, en Malaisie, en Norvège, partout un peu, ça continue. Le problème, c'est que après, quand on regarde les modèles de décriminalisation, ils sont très différents les uns des autres. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pas vraiment bien. Donc, quand on regarde, par exemple, il y a la Russie qui a décriminalisé la consommation de drogue. Donc, vous allez tous vous dire, mais OK. Et ça, c'est emblématique du problème qu'on voit avec la décriminalisation. Il y a des modèles qui sont extrêmement dommageables. C'est des modèles qui ont des seuils de quantité qui sont extrêmement faibles. Donc, ça veut dire que les personnes usagères de drogue, techniquement, elles continuent d'être arrêtées et incarcérées. Ou alors, ou en plus, les sanctions administratives qui sont mises en place sont très élevées et très dommageables dans la vie des personnes. Donc nous, vraiment, ce qu'on promeut maintenant, oui, c'est la décriminalisation, mais c'est un modèle de décriminalisation qui enlève toutes les sanctions pour consommation et usage de drogue. Et possession de drogue, pardon. Donc ça veut dire on ne remplace pas une sanction par une autre, même si c'est juste une amende, on supprime toutes les sanctions. Parce que même une amende, dans la vie d'une personne, par exemple, qui vit dans la rue, ça peut avoir un énorme impact sur sa vie. Donc voilà, la décriminalisation, ça doit être vraiment un modèle qui est basé, oui, sur la santé, mais aussi sur l'inclusion sociale, sur les droits humains et sur la suppression de toutes les sanctions. Au-delà de la décriminalisation, il y a tout un tas de juridictions qui ont bougé vers la réglementation des marchés. Fabrice aussi l'a mentionné.
Aujourd'hui, il y a plus de 20 États fédérés américains qui ont adopté un modèle de légalisation pour le cannabis. Au niveau national, il y a aussi l'Uruguay, il y a la Jamaïque, il y a le Canada et plus récemment, il y a Malte et la Thaïlande. Donc encore, on voit là que c'est quelque chose qui se passe un petit peu à travers le monde et il y a tout un tas d'autres pays qui continuent les discussions, en particulier en Europe et en Amérique latine. Mais là aussi, le gros problème maintenant, c'est quel modèle de réglementation des marchés est-ce qu'on promeut, nous, en tant que société civile? Parce que pendant très longtemps, on s'est dit, bon, la prohibition, ça ne marche pas, donc il faut qu'on réglemente les marchés. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où il y a des marchés réglementés, bah, pareil, qui n'arrivent pas à répondre aux problèmes les plus importants qu'on a vus dans un système de prohibition. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place un modèle de réglementation qui puisse maximiser les droits humains, et répondre aux vulnérabilités et aux attentes des personnes qui ont été les plus touchées par la prohibition. Donc là encore, on a essayé à l'IDPC de travailler un petit peu sur nos messages et aussi à arriver à mettre en place des principes ou des paramètres pour un marché réglementé qui soit responsable et qui soit éthique. Que ce soit dans le domaine de la santé, de la justice sociale, raciale et du genre, pour la protection de l'environnement, pour promouvoir des modèles qui soient basés sur le marché équitable, pour éviter un peu les gros profits des grosses corporations qui viennent et qui s'attaquent au marché, etc. Donc, il y a quelques juridictions qui ont commencé à faire ça aussi. Donc, par exemple, Malte a vraiment mis en place un marché qui est fondé un petit peu sur les clubs sociaux de cannabis qu'on a vu développer principalement en Espagne et en Uruguay. Et sur des mesures de réduction des risques. Donc ça, c'est un modèle qui est intéressant. Et il y a plusieurs États aussi aux États-Unis qui ont vraiment mis en avant la justice sociale et raciale, en particulier pour les personnes afro-américaines, pour s'assurer que les personnes qui étaient les plus touchées par la guerre à la drogue, pour qu'elles puissent commencer à participer dans le marché réglementé. Parce que très, très fréquemment, ce qu'on a vu, c'est que ces personnes avaient un casier judiciaire et donc elles ne pouvaient pas participer au marché réglementé parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de licence de par leur casier judiciaire. Donc ça, c'est encore quelque chose à prendre en considération, en particulier en France, dans les débats de légalisation, vu l'impact de la guerre à la drogue sur les populations noires et arabes. Il y a un autre truc que je voulais mentionner, c'est que oui, il y a des juridictions et des pays qui bougent vers des réformes, mais il y a aussi d'autres pays qui continuent leur prohibition, leur guerre contre la drogue et qui accentuent les mesures de maintien de l'ordre dans le cadre de leur contrôle des drogues. Donc, bon, il y a tout un tas d'exemples là-dessus. Oui, la Russie, les Philippines, Singapour, il y a tout un tas de pays qui ont une approche d'autant plus répressive. Et même dans les pays où il y a des réformes, c'est jamais gagné. Dans le domaine des politiques des drogues, on voit toujours des retours à la prohibition, ou alors si dans un domaine des politiques des drogues, il y a du mieux, par exemple légalisation des marchés du cannabis, et il se peut que le reste des politiques des drogues deviennent plus punitives et prohibitionnistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut qu'on continue à travailler en tant que militant, en tant que société civile. Et c'est pour ça que chaque année, à l'IDPC, on a coordonné la campagne de support Don't Punish, de Soutenez, ne punissez pas, parce que c'est hyper important que les communautés puissent continuer à se mobiliser, qu'on continue à appeler à des réformes, mais aussi pour éviter des retours en arrière. Et ça, c'est quand même hyper important. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 275 villes qui se mobilisent dans 90 pays dans le cadre de la campagne. Et donc ça, évidemment, quand on travaille tous ensemble sur quelque chose comme ça, sous un message commun, ça a un impact au niveau de l'ONU, ça a un impact au niveau national. Donc voilà. Et la déclaration donc, des instances de l'ONU qui a été développée la semaine dernière, c'était dans ce cadre-là aussi. Il y a le haut commissaire pour les droits de l'homme qui a aussi fait référence à la campagne ce matin. Je mettrai son tweet dans le chat. Mais donc, il y a des mouvements, mais il faut qu'on continue vraiment à travailler là-dessus et s'assurer que ça continue à bouger dans la bonne direction. Merci Marie. Alexis je ne sais pas s'il est déjà parti, mais il doit nous quitter là. Donc, merci Alexis. Il a dû partir. Ouais, il est là. Il est là. Je vais vous dire merci pour l'invitation et espérer vous revoir bientôt. Et Marie, à la prochaine. Hein, on se retrouve régulièrement dans la même perspective, de points de départ différents, mais dans la même direction. Je vous embrasse.
Ciao. Merci. Si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter une petite chose dans mon exposé que j'ai un peu survolé, mais c'est l'évolution qui est quand même un peu à noter importante au niveau politique, c'est l'UNGAS de 2016. Parce que même si c'est un texte et cette déclaration est importante et qu'elle n'est pas reprise in extenso comme la stratégie onusienne, elle marque quand même un tournant dans le sens où dans le texte sont mentionnés un certain nombre d'arguments qui viennent soutenir notre plaidoyer. Et vraiment, cette déclaration de l'UNGAS, bon, malheureusement, elle n'a pas été reprise in extenso dans la stratégie de 2019, mais elle reste un élément essentiel, important dans le système du droit international. Et y faire référence, c'est toujours un bon point parce que ça nous amène plus d'arguments rationnels. Et en tout cas, le contenu de cette déclaration, il est assez simple, il n'est pas pléthorique, ce n'est pas 12 000 résolutions à lire, mais c'est un point fondamental. Et je pense que dans la perspective des objectifs de développement durable de l'ONU de 2030 et donc en 2029, la rediscussion au niveau des Nations Unies. Alors, il y aura une réunion de haut niveau l'année prochaine pour faire la révision à mi-parcours de la stratégie onusienne, mais forcément, cette déclaration de l'UNGAS aura, dans les années à venir, un nouvel élan. Voilà, c'était ce que je voulais mentionner. 2016, cette session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté une déclaration importante et qu'il ne faut pas oublier. J'ai une question, alors je ne sais pas qui pourra me répondre. On voit de plus en plus, alors la France se retrouve de plus en plus isolée, c'est quand même sur les politiques en matière de drogue. On voit que les Suisses sont en train alors, étaient déjà en avance sur nous, mais sont en train aussi d'évoluer. L'Allemagne est en train de débattre sur la dépénalisation, le Luxembourg aussi. Est-ce qu'à un moment donné, la France ne va pas être isolée, va jouer encore les petits Gaulois seuls sur un truc? Est-ce qu'à un moment donné, on va, à part fermer nos frontières, mais ça arrangerait peut-être l'extrême droite, mais à part ça, est-ce qu'à un moment donné, on ne sera pas obligé de suivre nos voisins européens? Je peux peut-être commencer. Ah bah vas-y Fabrice. Non, mais juste, moi je me méfie de la capacité des Français à s'obstiner dans une politique dont ils passent leur temps à expliquer au monde entier qu'ils sont les seuls à la mener, mais c'est la meilleure du monde, parce que la France, c'est la France. On est tout à fait spécifique, par exemple, dans la question de l'approche communautaire, hein, de l'approche des communautés, et sur la fameuse laïcité. Hein. Je vous apprends rien là, que le fait, par exemple, que la France ne puisse pas mettre en place ce qu'on appelle des statistiques ethniques, en fait, qui sont des informations sur l'origine des personnes, invalide un certain nombre de jugements sur les discriminations objectives dans la société française, notamment toutes les discriminations liées à la couleur de peau. Ça, c'est une originalité mondiale. Il y a notamment nos voisins européens. On parle toujours des États-Unis en disant « Ah oui, mais ça, c'est parce que les États-Unis, ils ont une histoire raciste terrible, c'est une société différente, etc. » Non, les statistiques ethniques existent en Angleterre. Marie le sait bien. Il y a Release, une association, une ONG britannique qui fait un excellent travail sur cette question avec le lien avec la question raciale. Je vous invite d'ailleurs à consulter Talking Drugs, qui est leur plateforme, leur site internet où il y a des articles sur le sujet. Et les Allemands ont des statistiques ethniques, les Hollandais ont des statistiques ethniques, et tous ces pays ont comme nous une histoire coloniale. Bon, je cite cet exemple parce que c'est typique de ce qui se passe en France quand on est désigné justement à l'international en disant
voilà, une politique que seuls les Français sont amenés à mener. Et je vous rappelle que sur la question du sida, c'était la même chose. La politique de réduction des risques était en place depuis de nombreuses années, au moins dans tous les pays du Nord, dans toutes les démocraties du Nord, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas. Ça a commencé dans les années 70, bien avant le sida. Et en France, les intervenants en toxicomanie et les autorités disaient oui, mais nous avons une culture différente, nous sommes différents. Et on a payé un prix au sida pour des questions liées à la répression des drogues, qui est sans doute le prix le plus élevé de l'ensemble des pays développés à l'époque, dans les années 90. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que malheureusement, la France, elle est toujours dans la majorité. Parce que quand tu vois un peu les chiffres, il n'y a que 38 pays dans lesquels il y a un modèle de décriminalisation. Et il n'y a pas encore énormément de pays qui ont légalisé. Donc oui, les mouvements, ils sont là. Mais la majorité des pays restent quand même dans une approche prohibitionniste. Et donc ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a aussi un contexte international qui est très difficile pour ce qui est des droits civiques, des droits politiques, culturels, etc., où on perd du terrain en tant que société civile. C'est de plus en plus difficile de se mobiliser, c'est de plus en plus difficile d'avoir notre mot à dire, de protéger la liberté de la presse, etc. Donc on se trouve dans un moment où, comme en France, les politiques des drogues, ça reste un peu un outil de contrôle social, racial et du genre. Et ça, faut pas qu'on l'oublie, quoi. Donc, c'est un outil de répression. Pas vraiment sur les drogues, mais c'est un outil de répression sur les communautés. Donc voilà, et ça reste ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays quand même qui résistent les mouvements de réforme, de décriminalisation et de légalisation. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les journées de mobilisation comme ça sont d'autant plus importantes, parce que ça montre que ça bouge au niveau de la population en général, mais il faut encore qu'on continue le combat parce que c'est vraiment pas gagné. Bénédicte, tu as levé la main. Oui, c'était pour aller dans le sens de ce que Fabrice disait. Si on veut que ça change en France, en fait, on a plusieurs problèmes. C'est que personne ne veut s'emparer de l'idée de la dépénalisation d'usage. Tous les partis politiques, y compris ceux qui sont, y compris des députés qui sont du parti au pouvoir en ce moment, récitent sagement leur leçon de la légalisation du cannabis, mais légaliser le cannabis, c'est pas sortir de la prohibition. La définition de la prohibition, c'est ce qui est prévu par le Code de la santé publique, c'est la répression de l'usage. Et donc tout le monde reste sagement derrière la légalisation, qui est absolument indispensable par ailleurs, hein, mais ne veulent pas entendre parler de la dépénalisation. Donc tout le monde déploie ses arguments bien sages de santé publique. Et même s'agissant de légalisation, le problème, ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est aussi un problème de répression. Et ils ne s'en emparent pas. Ils déploient des arguments, mais même qui ne tiennent pas la route. On va protéger les jeunes. La légalisation va protéger les jeunes, les mineurs, les collégiens. Mais la légalisation, ça veut dire une vente réservée aux majeurs. Donc, il y a quand même une espèce de pirouette intellectuelle pour arriver à dire que ça va protéger les mineurs. Donc, on a énormément on a ce blocage-là. On a aussi le fait que quand il s'agit de débattre publiquement, les médias invitent qui? Ils invitent des élus qui, les uns comme les autres, les pour et les contre, ont généralement des positions très dogmatiques parce qu'ils sont incapables de les étayer. Ils sont incapables de les étayer et ils invitent les addictologues. Et en fait, il y a même un moment où on se demande, mais pourquoi les addictologues, en fin de compte, auraient à s'exprimer sur une réforme de la législation? Parce que les addictologues sont là pour s'occuper des gens qui ont des problèmes avec leur consommation. Ils ne sont pas nécessairement là pour commenter des propositions de loi ou des idées de loi. Tout ça pour dire que les grands absents de ces débats, ce sont les usagers, les magistrats et nous, les policiers.
parce qu'on est quand même les premiers concernés par la politique en vigueur qui est à 99% répressive. Et ça c'est quelque chose qui ralentit, qui alourdit les espoirs que ça change et grosso modo le débat en fait. Après, les policiers, on les voit souvent. Le problème, c'est que c'est un syndicat majoritaire qui est un peu à droite de la droite. Oui, effectivement, mais même là, je veux dire, on est dans le présupposé, on est dans, oui, mais si on légalise le cannabis, les dealers vont vendre autre chose. Bon, personne est là pour ramener les choses raisonnablement et de dire, les autres drogues sont déjà en vente sur la voie publique, ok. Et comme disait Fabrice, la drogue, c'est comme tous les produits de consommation, c'est une affaire c'est une affaire de demande, pas d'offre. Le gars qui sort pour acheter une barrette de shit, si le dealer lui dit j'ai pas de barrette de shit, mais je peux te filer de la MDMA, il va lui dire bah non, je suis pas là pour ça, et puis il va changer de dealer. Donc, c'est tous ces a priori. Et puis, oui, et si on légalise les dealers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce qu'ils vont aller chez Pôle emploi ou trouver un boulot? Et là encore, c'est des arguments imbéciles qui justifient le statu quo. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand il n'y a plus d'argent en espèces dans les banques, est-ce que quelqu'un s'est soucié du déroulement de carrière des braqueurs? Non. Vous voyez? Donc, tous ces arguments qu'on entend de la part des prohibitionnistes, malheureusement, comme les journalistes sont en survol de toutes les questions, qui ne font pas l'effort de se renseigner un petit peu, il n'y a personne pour contredire ce genre d'arguments. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Il y a Farid qui veut prendre la parole. Ah, pardon. Farid? Ah oui, j'ai pas vu ta main. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, là, je voulais quand même un peu réagir sur les propos de Bénédicte et puis donner une expérience concrète de l'évolution là, par rapport à ce que vous soulignez tout à l'heure, Bobby et Marie, avec l'adoption de ce document qui amène un certain nombre de fonctionnaires du système onusien à se positionner et à essayer de faire évoluer le système de l'intérieur en essayant de promouvoir le respect des droits humains fondamentaux et la réduction des risques. Concrètement, aux Nations Unies, donc il y a la Commission des stupéfiants et puis il y a le bâtiment des Nations Unies qui l'abrite. Et à Vienne, donc il y a ce qui s'appelle la Rotonde, qui est un espace d'exposition. Il y a encore 10 ans, c'était principalement un espace d'exposition qui était principalement utilisé par les États membres les plus répressifs pour y mettre on va dire en exposition les méthodes les plus répressives pour lutter contre le trafic de drogue. Donc c'est principalement les douanes, les stupes, les polices diverses et variées. Et c'est vrai que là on a eu même un moment, c'était même les Philippines qui avaient un stand dans cet espace. Et avec la société civile et notamment toutes les organisations qui essaient de défendre une approche plus équilibrée ou en tout cas plus progressiste, on a quelque part un peu désobéi au règlement intérieur des Nations Unies et on a protesté de manière silencieuse, mais juste en faisant un dying dans cette rotonde pour dénoncer justement le fait que certains pays pratiquaient des politiques qui allaient à l'encontre des droits de l'homme. À l'époque, il y avait carrément au milieu de la rotonde, vraiment, c'était la Kaaba, une tente noire avec l'Arabie Saoudite qui trônait. Bon, c'est toujours eux qui sont au milieu de la rotonde, mais désormais la tente est blanche et ils essayent d'avoir un modèle d'exposition qui soit un peu moins agressif. Et en tout cas, on a réussi à rééquilibrer par l'implication d'un certain nombre d'États comme le Canada ou la Thaïlande, la présence d'ONG, la présence de projets de développement alternatif qui montrent que la politique des drogues, c'est pas uniquement une affaire de répression et vouée à l'argumentaire de la police.
Voilà, malheureusement, la police est encore souvent présente et comme souvent, on lui demande de se positionner pas uniquement par rapport à son outil, la répression, mais également de se positionner sur les aspects sanitaires. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que pour le coup, comme tu le rappelais dans ton début de ton intervention, Bénédicte, les policiers ne sont pas là pour donner leur avis en tant que médecin. Et, euh, et ça, c'est malheureux, mais aux Nations Unies, on a souvent, et notamment chez les organisations qui s'opposent à toute évolution, on voit des générales, on voit des gens qui viennent en uniforme, on voit des gens qui, au nom de leur autorité et de leurs compétences policières, sont amenés à venir présenter des vues qui sont parfois euh, vraiment déplorable et très daté. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc je me retourne vers la salle. Ah, il y a une question de la salle. Oui, bonjour. Je parle de ma place de citoyenne plutôt du monde lambda et donc j'ai entendu des choses intéressantes que je ne connaissais pas, mais dans le langage très policé, lycée, en consensus de l'ONU, ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, je suis un peu, comment dire, surprise ou je sais pas, qu'il n'y ait pas quelqu'un, une instance ou un groupe, je ne sais pas comment le nommer, qui soulève un peu les relations géopolitiques, économiques qui relient les pays entre eux. Parce que il y a quelques années, je vois un reportage sur une télé sérieuse, on va dire, le PIB du Maroc est fait à 50% à l'époque, donc je ne sais pas comment ça a évolué, par la vente, l'exportation, le commerce, le trafic de cannabis. Alors là, ça m'avait interpellée, parce que ça veut dire que si le Maroc, mais il y a les autres pays, avec la drogue, c'est pas nouveau, n'avait pas cette rentrée-là d'argent, ils vivraient comment, les Marocains? Voilà, première question. Après, je suis donc sur Avignon, petite ville du sud de la France, il y a des trafiquants, il y a des dealers, il y a des consommateurs. Moi, j'ai un peu la rue, mais je ne consomme pas de tout ce qui est cocaïne, tous ces trucs. Pour moi, c'est de la merde. Enfin, bref, hein. Même la police sait ce que j'en pense. Ils n'écrivent pas sur mes dépositions, mais c'est comme ça. Par contre, je côtoie des personnes que je respecte, qui consomment. Et moi, à la fin, ce que je me dis, ça me rend triste de voir plus ou moins jeunes, plus ou moins chacun sa façon de se procurer le produit, mais que ces personnes soient esclaves d'un produit. Et comme c'est des gens modestes, avec des petits revenus, enfin bref, chacun sa façon, je me dis aussi, alors pourquoi, puisqu'on parle de l'usage des drogues, la évolution de la politique des consommations de la drogue, pourquoi nos gouvernants, certains grands chefs d'entreprise consomment, eux, parce qu'ils ont les moyens, les artistes, la jet set, consomment des bons produits parce qu'ils ont les moyens de se les payer. Alors pourquoi on ne donne pas accès, plutôt que en plus s'abîmer un peu plus la santé avec des produits coupés, des machins, enfin, je ne connais pas tout ce qui allait dedans, mais ce n'est pas toujours terrible. Pourquoi on ne leur donne pas accès à des bons produits? Comme nos gouvernants, parce qu'ils ont des rythmes de vie assez denses et que peut-être ça mérite un peu d'amphétamine, un peu de je ne sais pas quoi. Mais pourquoi? Voilà, c'est une question. Voilà. Mais c'est ce côté de l'idée de l'esclavage. À quel moment, dans toutes les personnes qui accompagnent les gens qui sont addicts à des trucs, qui ont envie de s'en sortir, pas de s'en sortir, qui vont aux endroits d'accueil, qu'on leur donne les substituts, les machins, il y en a qui consomment, il y en a qui en vendent une partie, il y en a, enfin, chacun s'organise sa vie, ça m'interpelle. Et un des trucs que je me suis rendu compte, que je me suis dit, finalement, c'est la pire des choses, c'est que j'ai hébergé pour dépanner une personne, et je me suis dit, toi, tu es le pire parce que tu es un tox légal, c'est la société qui paie ton gros sac de machin, la Seresta, machin, là, pour 28 jours, mais comme tu avales tout dans moins de 28 jours, tu tournes avec quelques docteurs qui sont compatissants, que tu leur sers je ne sais pas quelle salade, et donc tu consommes, à la fin, ça peut faire même de l'overdose. Mélange alcool, tout ça. Bon,
alors là, je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a une perversité dans le système, même si à la base, c'est pour aider les personnes, mais accompagner dans leur santé, dans leur peut-être parcours de changer de vie. Mais ça m'interpelle beaucoup. Que ce soit les contribuables qui soient bien contribution pour des trucs comme ça. Un exemple, un jeune, sain, il boit un peu, il fume, mais pas le reste. Montpellier, il va chez un médecin, il ne le connaît pas. Il ressort avec 12 boîtes de méthadone, qu'il est content de vendre. Bon, il s'est fait pigeonner, mais bon, il est content, ça lui paye son week-end et tout ça. Comment ça se fait? Parce que maintenant, j'ai un peu d'expérience de reconnaître à peu près quelqu'un qui consomme certains produits. Le gamin, il est sain. Et le docteur, je ne sais pas la discussion qu'il y a eu entre eux. Ça me fait bizarre quand même d'entendre ça. Oui, voilà. C'était à peu près toutes les questions que j'avais à faire, là, tout de suite. Merci. C'était juste pour essayer de répondre un peu à la dame, son questionnement. Donc, en effet, le système onusien, c'est dit un système de contrôle international des stupéfiants. L'objectif des Nations Unies, c'est avec cette convention unique, c'est de garantir le bien-être de l'humanité, bien-être moral et physique. Et donc, ces stupéfiants, ces produits sont placés sous contrôle pour un usage strictement limité au domaine médical et scientifique. Et donc, la classification de ces différents produits fait que, voilà, en gros, ce sont des médicaments et il faut savoir les utiliser avec précaution, avec des régimes de contrôle et de délivrance qui sont définis en fonction de la classification dans le régime de la Convention de 61, puis dans celle de 71. Et c'est vrai que c'est malheureux à constater, mais l'accès aux médicaments antidouleurs, il est très mal réparti dans le monde. On le sait aujourd'hui que ce système de contrôle fait qu'il y a des populations qui sont isolés et qui n'ont pas du tout accès aux antidouleurs. Et grosso modo, si on fait une projection à l'échelle de la planète, et c'est un graphique produit par l'UNODC, donc l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on voit que dans les pays occidentaux développés, on a accès à 80% des opiacés délivrable en pharmacie d'hôpital, alors que le reste de la population, si vous me passez l'expression, crève de douleur. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que le système aujourd'hui est en train d'être totalement dévoyé avec, donc tout à l'heure on parlait des nouveaux produits de synthèse, mais ces substances qui viennent mimer les effets des substances qu'on connaissait avant. L'usage détourné des médicaments, alors ça c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement à toutes les périodes de l'histoire, mais aujourd'hui ça prend des proportions assez importantes et pour un certain nombre d'États c'est un problème notamment avec le tramadol dans certaines contrées où on a une utilisation assez vaste. On a l'arrivée aussi aujourd'hui de ces néocannabinoïdes, et Alexis tout à l'heure le mentionnait, qui peuvent être mélangés à d'autres produits. Et on a vu ça récemment dans une série, une petite épidémie d'overdose en Seine-Saint-Denis où des néocannabinoïdes étaient mélangés à une héroïne assez pauvre. Et bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que cette classification internationale, elle nous paraît complètement absconne parce que c'est pas la drogue, c'est les drogues et laquelle dont on veut parler. Et quand on prend justement ces différentes drogues, quand on reprend les critères de la classification, il faut remonter du temps où on utilisait l'opium et le contrôle de ce commerce. Et tous les critères de la classification remontent de cette période-là. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir évoluer ces textes et en tout cas la politique qui est afférente parce qu'on est au XXIe siècle et que la science a démontré un certain nombre de choses qu'on ignorait il y a encore 50 ans, voire même il y a 30 ans, comme l'existence du système endocannabinoïde. Mais
Aujourd'hui, bon, malheureusement, dans un État comme l'État français, qui, on le sait, est un État qui a une population qui utilise, je crois qu'on est champion du monde d'utilisation des anxiolytiques et antidépresseurs, qui sont des médicaments tout à fait légaux. Et c'est vrai que malheureusement, on a du mal à faire retrouver l'idée qu'on pourrait utiliser des bons médicaments. En Suisse, depuis plus de 30 ans, on délivre de l'héroïne contrôlée médicalement. Donc ça n'a pas posé de souci à nos voisins. Et pourquoi en France, on serait incapable de développer ça, puisque, il faut le savoir, c'est Charles Pasqua, en tant que ministre de l'Intérieur, qui avait signé le premier en 1994 l'autorisation par Sanofi de fournir l'héroïne qui allait servir à ce programme expérimental à l'époque. Marie, Je crois que Bénédicte était avant moi. Pardon. Vite fait, c'était un peu pour répondre à la dame qui parle d'esclavage, donc je suppose qu'elle parle d'addiction. Alors, un autre chiffre de l'UNODC, tout produit confondu, 9 usagers de drogue sur 10 n'ont pas de problème avec leur consommation. 9 usagers de drogue sur 10 passent sous les radars, ne vont pas voir d'addicto, ils maîtrisent leur consommation, voire même ils maîtrisent leur addiction. Il y a des addictions qui sont des espèces d'automédication. Ça va dans le sens de ce dont j'ai déjà parlé, c'est le droit de disposer de son corps. Juste un petit exemple illustré sur le droit de disposer de son corps. Vous savez que l'odeur de cannabis est un indice qui vous met dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on va dans un immeuble pour intervenir, on va dire au 2e, 3e étage, et qu'au 2e étage, ça sent le cannabis sous la porte, on peut frapper à la porte, on est dans une enquête de flagrant délit, ça peut même nous emmener jusqu'à une perquisition. Il y a des gens à qui c'est arrivé. Et imaginez juste qu'on fasse pareil avec des bruits de glaçons derrière les portes. Imaginez juste qu'on puisse rentrer chez les gens pour voir s'ils ne mangent pas trop gras, trop sucré, s'ils ne se secouent pas trop quand ils baisent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'usage de drogue, ça doit être quelque chose de privé, avec le risque qui va avec, certes. Donc, la dépénalisation, elle aurait quoi comme effet là-dessus? Elle fluidifie quand même beaucoup tout ce qui est prévention, accès aux soins, information. Parce qu'avec des usages, avec une conduite à risque qui est interdite, tout ça, ça devient très compliqué. Moi, quand j'ai commencé à me dire que la prohibition, c'était quand même pas une bonne chose, c'est quand j'étais jeune flic et qu'on était à la fin des années héroïne et qu'on ramassait des gens qui avaient fait des overdoses dans des locaux à poubelle, dans des paliers, dans des caves, parce qu'ils n'osaient pas rentrer chez eux pour se shooter, alors que chez eux, il y aurait peut-être eu quelqu'un pour leur porter secours. Enfin, voilà, tout ça, c'est en dépénalisant, on amène quand même, un effet positif sur tout ce qui est conseil de consommation, information, prévention. Ensuite, Farid, tu parlais des antalgiques et des opiacés. La dame faisait plus ou moins allusion en parlant d'une prescription de méthadone. Bon, en même temps, je ne vois pas comment un médecin peut donner de la méthadone à quelqu'un à qui ça n'a pas déjà été prescrit pour certaines raisons. Mais il faut aussi veiller, c'est le débat dans le débat, il faut veiller à ne pas trop diaboliser les opiacés. Parce que les opiacés, si on prescrit plus d'antalgiques qu'avant, c'est aussi parce qu'il y a une gestion de la douleur qui est bien meilleure qu'avant dans les hôpitaux. Et ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas un progrès. Et grosso modo, toutes les drogues, à un moment donné, elles ont été, ça a été des médicaments. En anglais, on ne s'y trompe pas, drogue et drogue, drogue et médicaments, ça se dit par le même mot. Et je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une petite boîte de cocaïne. Avant la cocaïne, je collectionne les boîtes de cocaïne, je suis désolée, elles sont vides. Hein. Avant la cocaïne, c'était un médicament. C'était un médicament. Et quand la dame dit oui, les gouvernants et tout, mais non, mais
ça aussi, ça c'est une idée reçue de dire la cocaïne, c'est les traders, c'est le showbiz, tout ça. Non, la cocaïne, c'est 600 000 consommateurs, c'est très démocratisé. La cocaïne est de moins en moins chère et de plus en plus pure, et elle se vend aux mêmes endroits que le cannabis. Et il y a des secteurs de métiers qui utilisent pas mal de cocaïne. Des gens qui ont des métiers difficiles, les marins-pêcheurs, bah, ils prennent de la cocaïne. Tout ça, faut faire très attention avec toutes les idées reçues, et notamment sur ces histoires de drogue dure, drogue douce, qui utilise quoi. Généralement, et bon, pareil pour le cannabis, on va dire oui, il y a un profil à utiliser, le cannabis et tout, mais il y a plein de gens qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde, ils rentrent chez eux et s'allument un joint parce que simplement ça les détend, ça leur fait du bien. Et ça, s'il y a bien un mot qui est absent du débat, au lieu de parler de maladie, d'esclavage et tout, bah, c'est le plaisir. Il y a des gens, ils se droguent parce que ça leur fait plaisir et ils s'en débrouillent très bien. Vous n'en entendrez jamais parler. Ils n'iront pas voir d'addicto. Ça marche. Non, je vais être rapide. Moi, c'était juste pour rebondir du coup sur ce que Bénédicte et Farid viennent dire. Et moi, j'irais peut-être au-delà de ce que Bénédicte a dit. C'est que si on décriminalise ou si on dépénalise, ça permet de protéger la personne consommatrice de tout ce qui est punition, sanction, etc. Mais ça ne va pas forcément la protéger du coup de substances qui peuvent être inconnues. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et effectivement, comme la dame qui a posé la question a dit, il y a des substances qui sont de meilleure qualité, de moins bonne qualité. Ça dépend du dealer, ça dépend de où on achète, de comment on achète, etc. Et c'est pour ça que dans beaucoup de contextes, la décriminalisation, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui promeuvent la légalisation pour avoir un marché qui est complètement dérégulé, mais toutes les substances sont accessibles pour pouvoir reprendre le contrôle et avoir enfin des substances de qualité. Il y a un moment, il faut se dire, la qualité du produit, c'est quand même un droit. Dans tout un tas d'autres contextes. Et donc là, on est à un moment où il faut que ce marché il puisse être maintenant réglementé correctement, qu'il y ait un contrôle de qualité pour les produits qui sont mis à disposition des personnes, qui soient plus sûrs pour la santé des personnes. Et dans ce cas-là, toutes les personnes pourraient avoir accès aux mêmes produits, au même type de produits. Évidemment, il y a toujours un souci de coût. Il y a peut-être des produits qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Il y a des personnes qui ne pourront pas forcément accéder à un produit ou à un autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler juste de la légalisation du cannabis, mais aussi, c'est le moment de parler de légalisation d'autres produits. Farid, il a déjà mentionné l'héroïne, les programmes de traitement à l'héroïne. Au Canada, ils sont en train de parler de safe supply pour tout ce qui est fentanyl. Pour éviter justement les overdoses et tout ça. Donc, je pense que c'est un moment où il faut vraiment qu'on se pose la question, est-ce que la décriminalisation, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut que décriminalisation plus plein d'autres réformes sur toutes les substances? Donc, voilà, je vous laisse comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour toute l'organisation. C'était super de pouvoir partager avec vous. Et puis, bonne fin de journée. Merci, Marie. Farid, tu voulais encore dire un mot? Bien, juste vous remercier et vous saluer tous et puis éventuellement vous inviter à poursuivre ce débat et plus spécifiquement sur la question de la dépénalisation là ce soir, puisque avec Assud, on va continuer cette journée Support Don't Punish avec une émission dans les studios d'Assud là, et avec les membres du collectif pour des nouvelles politiques drogue qui, Marie, je te remercie d'avoir mis le lien et je vous invite tous et toutes à faire circuler ce lien et toutes à vous brancher sur le site de l'Assemblée nationale pour signer cette pétition qui est très importante et qui va peut-être nous permettre de relancer le débat de manière plus sereine, puisque cette proposition de pétition, elle s'accompagne d'une proposition de loi très concrète. Donc, en espérant que ça puisse faire évoluer le débat en France. Et vraiment, merci Bobby et à Victor et à toute l'équipe là à Avignon aujourd'hui, mais présente dans le sud de la France, là, d'avoir programmé cette rencontre. Oui, merci à tous. Oui. Hein, malheureusement, je peux pas, vous pouvez pas me voir, mais je vous salue tous. Voilà, merci à toi, Bobby, pour cette invitation. Et effectivement, le combat continue. Merci à vous 5 et je vais laisser la parole à Johan qui va juste présenter les actions qui sont menées sur Avignon actuellement et après. Oui, c'est ça. C'est en cours en fait là depuis 14h jusqu'à 17h environ. Un stand d'information, de prévention, distribution de matériel sur la place Pi, donc à Avignon, avec nos collègues de Aide aussi qui sont présents
et en collaboration avec le CARUL de Passio et le XAPA Ressources. Et en fin de journée, on finira l'après-midi de façon un peu plus festive avec une batucada qui déambulera dans les rues d'Avignon aussi. Port Saint-Michel, place des Corsins, place Pie, place Carnot, rue de la République. Je crois que ça se termine en bas de la rue de la République, entre 18h et 19h. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Je vous remercie tous et au revoir. Bye bye. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. À tout à l'heure sur Sud Média, sur la chaîne YouTube. Ciao.